Pas de trêve de Noël en ce 25 décembre 1944. Bastogne est la cible d'une violente offensive allemande. Les renforts de Patton approchent, ils sont à 9 km de la ville. Partout en province de Luxembourg, la nuit du 24 au 25, les Allemands fêtent Noël à leur manière. Le jour avant Noël, un vieil Allemand est venu ici chez ma mère, il lui a demandé de la boîte pour faire un arbre de Noël, mais il ne faisait pas chez nous. Où dans le village d'ici, mais où, tu sais pas. Il a rapporté le restant en boîte à ma mère. Sur les Américains, deux armées différentes. Tout à fait. Les autres disciplinés à 100%, les autres plutôt cow-boys, là. Ils égorgeaient de tout. Les autres n'avaient plus rien, ou presque plus rien. C'est là qu'ils étaient mauvais aussi, les Allemands. Plus de nourriture, ils tuaient les cochons, ils tuaient les vaches, les gens. Ils avaient fait des frites, soi-disant des frites, mais eux, les Allemands, je me rappelle, ils les découpaient en rondelles, si on veut. Et ils fricassaient dans la poêle, alors, sur le feu. Parce que friture et tout ça, ils n'en avaient pas. Et alors, ils mangeaient ça, mais je vous disais tantôt, Lucien de Terme, c'était le premier qui a goûté les frites, hein, même la goutte. Alors on ramenait de l'alcool par une jeep, je ne sais pas qui. Et alors, ce qu'on a vu, c'est que les Allemands, donc les soldats eux-mêmes, ramassaient l'alcool qui était dans la jeep et ils cachaient les bouteilles derrière leur dos, comme ça on en avait assez pour passer la soirée. Nous étions donc dans notre cuisine, dans un coin. Ils étaient au fourneau. Ils avaient mis un sapin et ils chantaient. Et ils avaient été volés des conserves chez les voisins, chez nous aussi. Ils avaient trouvé des jambons et ils festoyaient. Et à un moment donné, ils ont demandé à mon père, « Comment vous ne fêtez pas Weihnacht ?» « Non, que dit mon père, c'est la guerre. » Et puis j'ai un fils qui est en Allemagne. « Mais nous aussi, monsieur, c'est la guerre. » Ils ne pensaient pas que c'était la même signification quoi, pour nous. Hein. Les Allemands donc, occupaient de nouveau toute la maison et en fêtait Noël, ils avaient manifestement de l'alcool ou du vin. Et toute la nuit, ils ont festoyé, brisant absolument tout, en commençant par tout ce qui avait un aspect religieux. Bon, dans toutes les maisons, il y avait des crucifix, des cadres, etc., religieux. Tout était émietté quand on s'est levé le lendemain. Tout était dans un désordre absolu. Ils avaient cassé les tables, il y avait tout. Ils étaient ivres, manifestement. Donc c'était un Noël très spécial. À Vielsalm, après la prise de la caserne Ratz, les Allemands festoient dans la maison de Jean-Pierre Hoffergeld. Le soir, les Allemands ont fêté et la prise de la caserne et Noël. Ils ont fait ça dans la cuisine de la maison. Et nous étions évidemment dans les caves. Mais il est évident que pour nous nourrir, ou pour surtout nourrir ma petite sœur qui avait quelques mois, donc, il fallait chauffer le biberon ou il fallait chauffer un peu de lait. Et ma mère est montée dans la cuisine. Et lorsqu'elle est arrivée dans la cuisine où se trouvaient les Allemands qui fêtaient, ils avaient bu, c'était une beuverie abominable, ils avaient mangé toutes les poules de l'élevage de mon grand-père, parce qu'on avait besoin d'eux à ce moment-là. Et ils avaient tué toutes les poules, et toutes les têtes des poules se trouvaient alignées sur la table. Et ils ont renvoyé ma mère avec grossièreté, en hurlant vers la cave, en disant que si on ne restait pas calme et que si elle remontait encore, ce ne seraient plus les têtes des poules qui seraient alignées sur la table, mais nous aurions toutes nos têtes alignées sur la table. Pour d'autres, comme pour Nicole Lepage, réfugiée à Béthomont, la soirée se déroule tout autrement. J'ai vécu mon premier Noël fantastique. De toute la guerre, on était privés de tout. Pas question d'avoir un sapin de Noël à la maison. Pour moi, le sapin de Noël date de 1944. Avant, il n'y a jamais rien eu. Et dans l'après-midi, donc, les Allemands qui occupaient cette maison ont nettoyé la chambre, la plus belle place. Ils ont mis le sapin dans un coin, ils l'ont décoré avec des boules et des guirlandes. Puis ils ont continué à dresser une belle table avec de la belle vaisselle qui sortait de grands coffres, des beaux verres, des chandeliers. Le soir, un camion
a amené tout ce qu'il fallait pour eux se restaurer. Ils se sont installés à table, tandis que nous, ils avaient mis une couverture kaki derrière le poêle à bois. Ils avaient fait asseoir tous les enfants et ils nous ont donné des oranges, des biscuits, du chocolat américain. Ça, on savait que le chocolat était américain. On avait reconnu l'emballage paraffiné. Ils ont bien bu, bien mangé et bien chanté. Et on trouvait qu'ils chantaient admirablement bien et ils chantaient le style acte à tue-tête. Hein. Chaque année à Noël, surtout le jour de Noël, j'y passe surtout ce jour-là parce que nous avions un petit jeune Allemand dans la maison qui était très gentil et qui nous avait dit, comme il pouvait, que son frère avait été tué en Russie, que ses parents, ils n'avaient plus de nouvelles et que lui, il était tout seul. Et il en avait marre de la guerre. Et il dit, si vous voulez, je vais vous chanter des chants de mon pays, des chants de Noël. Et à chaque fois Noël, je repasse à cet Allemand avec une petite lampe à pétrole, parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Et je repasse chaque fois, chaque année, je le dis à mes enfants. Et j'ai bien de me concentrer là-dessus à Noël. Si les Allemands festoient, les civils, eux, célèbrent Noël comme ils peuvent, avec leurs faibles moyens. Dans notre cave, on avait un pâtissier, un ancien pâtissier, et il avait apprêté pour les gâteaux de Noël du beurre pour faire du moka, et il avait déjà fait son moka. On est allé chercher le moka, et on a mis du moka dans des biscuits d'Américains qui nous ont donnés, et on a mangé ça parce qu'on avait vraiment faim. On a fait de la soupe un jour, avec tout ce qu'on trouvait. On a même mis des poireaux qui étaient gelés, des pommes de terre gelées, mais ça nous a bien goûté parce que comme on avait faim, on a mangé. On était tous dans l'étable de ma grand-mère. Il y avait une 90aine de personnes dans une étable de, allez, je dirais 6-7 mètres sur 4-5. Il y avait 4 veaux là sur le côté. On dormait à terre dans la paille. Et ma petite sœur, elle avait 7 mois, je l'ai déjà dit. Elle dormait dans un rep, ce qu'on appelait ça. C'était un panier en osier allongé. Je la vois encore sur une thé d'oreiller à carreaux, là, elle dormait. Et ma grand-mère, une vieille femme avec le chignon en arrière. Et mon grand-oncle avec sa barbe et compagnie. Ils étaient des deux côtés du bébé. Où ma grand-mère dit, c'est le petit Jésus de Noé qui a aidé nous autres. Et on a chanté des chants de Noël et récité des Ave tant qu'on en a voulu. Hein. Nelly Schmitz, après avoir quitté son village de Wardin et erré pendant plusieurs jours, trouve refuge chez les pères franciscains à Bastogne. Le père Ephrem a fait la messe dans une salle sous l'église des pères franciscains. Et puis alors, il y avait encore des blessés, des Américains blessés. Et puis alors, on a été de nouveau bombardés. Et tout le monde se sauvait dans tous les coins. Et nous sommes arrivés en dessous du clocher, dans une petite salle. Et alors là, il y avait un Américain et on était bombardés. Et alors, l'Américain a monté les escaliers et on se disait, c'est pas juste ça, parce qu'il va se faire tuer, monter l'escalier. Et le lendemain, des Américains, des officiers qui étaient à la caserne, sont venus nous questionner. Et alors, on a compris que c'était un Allemand qui était habillé en Américain et qui faisait des signaux dans le clocher de l'église de chez les pères. Et c'est comme ça qu'on a encore été plus bombardés à cause de ça. Au château de Rollet, les Américains célèbrent la messe de minuit. Ils avaient un aumônier avec eux et qu'ils ont demandé si on pouvait dire la messe à la chapelle. Et nous avons eu, ça c'était magnifique, en cette veille de Noël, nous avons eu une messe dans la chapelle qui était bourrée d'Américains. Nous nous étions mis tout à fait derrière, puisque ce n'était pas notre place, c'est pas pour nous qu'on disait la messe, mais enfin nous en avons quand même profité. Je me rappelle avoir demandé à l'aumônier, mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait autant de catholiques dans l'armée américaine? Alors il m'avait regardé, il m'a dit, vous savez madame, quand on peut être tué le lendemain, on ne regarde pas quelle est la religion. Comme par miracle, le jour de Noël, Esther Retter, réfugiée dans le village de Lutrebois, échappe de peu à la mort. Les réfugiés
décident d'aller prier à la chapelle devant la crèche. J'y vais avec eux, mais un peu en retard. Ils retournent de la chapelle, ils disent on va retourner, ils me donnent la clé pour refermer. Quand j'étais là à la chapelle, j'entends les avions qui arrivaient, les bombardiers qui arrivaient, et je me dis je suis bien ici. Puis il me prend vraiment une peur. Et si je sors sans refermer bien la porte, bien sûr, je cours vite près des autres qui étaient au groupe là. Quand je passais sur la cour, il y avait les balles qui brillaient au soleil, ils mitraillaient, toutes les balles qui tout autour de moi. Je ne me fais pas toucher. Hein, je rentre et je suis là, papa, je suis là, papa. Et puis, après le bombardement, il y a quelqu'un qui dit « Tiens, regarde un peu la chapelle ». Et on regarde par la fenêtre de la chapelle a été bombardée, elle était à plat. Et par après, on a retrouvé le corps de 5 Allemands, qui n'y étaient pas quand je suis sortie. À Villers-la-Bonneau, la maison de Marcel Lafontaine est occupée par les Allemands. Je me souviens encore du jour de Noël à midi, où on était assis, accroupis autour d'un bloc et d'une marmite avec de la soupe, de la grosse soupe, dirait-on, où tout était mélangé. Et on se disait, eh bien, on se souviendra de Noël 1944. Ça, c'est clair, ça. Ça, on s'en souviendra. Et alors, bon, le jour de Noël, le soir, bien, on vivait en plein milieu des Allemands, parce qu'eux étaient allés au poulailler, ils étaient allés chercher, bon, des poulets et des poules, etc. Et eux, ben, fêtaient Noël un petit peu à leur façon. À Île-le-Pré, Madeleine Barthélemy se trouve dans la cuisine de la maison où elle et ses beaux-parents ont trouvé refuge. Au pire moment de la bataille, n'est-ce pas, c'était des bombes, c'était des tanks qui tiraient. Rarement les deux ensemble, mais toujours l'un après l'autre. On entendait un, on savait que l'autre suivrait. Et ça a duré, et ça a duré, et ça a duré. Et puis tout d'un coup, voilà les avions pour accompagner. Et ce jeune Américain, que je vais appeler par son nom, je l'ai su après, mais c'est plus facile, Frank, que je voyais à environ une dizaine de mètres comme ça, et je lui fais signe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Encore des avions qui viennent en plus. Je dis, c'est des Allemands. Non, restez, c'est à nous. À peine le jeune soldat a-t-il prononcé ces paroles. Et tout d'un coup, voilà qu'une bombe vient nous arroser. Et elle vient me fracasser une partie de mon pied. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me relève, j'étais assise, je me lève. Je dis, Madeleine, je suis blessée. Je regagne la cave. J'entendais que les autres disaient, quelle Madeleine? Il y avait une des petites filles qui s'appelait Madeleine. Quelle Madeleine? Madeleine, c'est Madeleine la Grande. J'ai trouvé un chemin dans l'affolement qui n'était pas celui de sortir. Je ne voulais pas me retrouver dehors. J'ai monté des escaliers que j'ai redescendus et puis j'ai retrouvé la cave par un autre trajet. Dans la cave, on s'inquiète de l'état de santé de la future maman. Il y a une personne que je connais qui dit « Allons, il faut qu'on s'occupe d'elle, voyons. Allez, la bougie, amenez la bougie, il faut qu'on voit ce qu'elle a. Et allez, qu'est-ce qu'il y a un canif? Qu'on lui ouvre sa botte, qu'on regarde ce qu'elle a, il faut qu'on la dégage, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et c'est mon beau-père, avec une main, je vous assure, bien tremblante, a trouvé un canif dans sa poche et a ouvert la botte. Et alors c'est à ce moment-là qu'on a vu vraiment ce qui s'est passé. C'était pas beau à voir, évidemment. C'était de la chair rouge, sanguinolente, et des tendons blancs. Les tendons avaient été sectionnés, certainement 2, 3, il y a 4 doigts de pied qui ne voyagent plus comme avant. Hein. Il y en a 3 qu'il faut les prendre où on veut les mettre. Même s'ils ont célébré une messe de Noël la veille, les soldats américains installés au château de Rollet n'ont pas vraiment les moyens de festoyer. Nous avions fait une petite tarte comme ça. On était 12 ou on était plus? Oui, parce qu'il y avait quand même les numéros.
et on l'avait mise à refroidir sur la fenêtre. Et alors Robert est venu me trouver, et il m'a dit « Madame, vous devriez retirer la tarte parce qu'elle sent bon et les hommes ont faim. » Les hommes ont faim, ça c'est une chose que j'entendrai longtemps. Parce que s'imaginer des Américains ayant faim, ce n'était pas tout à fait dans le cadre habituel de notre imaginaire. Alors on a retiré la tarte évidemment, et puis on s'est réunis, on a fait notre petit état-major de civil, et on a dit qu'est-ce qu'on a encore comme provision. Et on leur a fabriqué des galettes que nous avons été porter aux blessés, ma belle-sœur et moi. Dans le petit village de Champs, de durs combats ont lieu ce 25 décembre. Quelque temps plus tard, l'instituteur du village trouvera un message écrit par un Allemand sur le tableau de la petite école le jour de Noël. Un message signé un officier allemand. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il débutait que plus jamais le monde ne connaisse pareille nuit de Noël. Mourir par les armes, loin de sa famille, rien de plus cruel, je crois. Je pense que c'est ça qu'il avait dit. Ravir un fils à sa mère, un mari à son épouse, un père à ses enfants, est-ce digne d'un être humain? Et puis il terminait par un appel à la fraternité humaine. Mais je crois que personne n'a compris. Et si je me souviens bien, il avait signé un officier, il n'a pas osé mettre son identité. Et quand j'ai revu la semaine passée, le jour de l'armistice, on a repassé une séquence de la guerre de 1914 où on disait fusillé pour l'exemple. Ben, je pense que ces hommes-là, ils ont aussi peur que nous. Et si on n'avance pas au combat, c'est pas parce qu'on est déserteur, c'est parce que la peur vous prend, vous ne marchez pas, vos jambes vous abandonnent. Mais je crois que personne n'a compris.